Je m'appelle Nicole. J'ai 32 ans, je suis comptable financière indépendante à Chicago. Pendant 6 ans, j'ai été la colonne vertébrale d'une famille entière. Et pas une seule fois personne ne m'a demandé si mon dos me faisait mal. Ma mère, Lorraine, a pris sa retraite anticipée après une opération du genou, mais dépense toujours de l'argent comme si elle dirigeait une chaîne de spa de luxe. Mon père, Stanley, vit confortablement dans son fauteuil inclinable avec son système audio Bose, grâce aux médicaments pour le cœur que je paie chaque mois. Plus de 450 $. Il a une condition cardiaque mais ne prend jamais la peine de regarder les factures médicales car j'ai mis en place des paiements automatiques depuis mon compte personnel. Mon jeune frère Brandon a 30 ans et poursuit une carrière musicale à Nashville, ce qui signifie vraiment rester à la maison à éditer de l'audio toute la journée. Il y a 2 ans, il m'a appelé en plein milieu de ma journée de travail, la voix étranglée par les larmes, disant que le chien de sa petite amie avait été heurté par une voiture et qu'ils avaient besoin de 1100 $ pour une chirurgie d'urgence. Je l'ai viré en moins de 20 minutes. Pas un seul merci après ça. Je ne vis pas avec eux. La famille vit dans une maison de 3 chambres dans la banlieue d'Aurora dans l'Illinois. Une maison que j'ai achetée en leur nom après que Lorraine ait pleuré lors d'une réunion de famille, partageant son rêve de posséder un endroit avant de fêter ses 60 ans. Ils n'ont pas contribué un seul dollar. Je vivais dans un petit studio loué dans l'ouest de la ville, à près de 45 minutes de route, où j'alternais entre l'utilisation du radiateur d'appoint et la cuisinière électrique pour économiser sur la facture d'électricité. Pendant les fêtes, j'apportais la dinde, la tarte à la citrouille, même le vin rouge que papa préfère. Mais si j'arrivais en retard, il mangeait sans moi. Maman disait, « Le travail a encore dû te retenir, Nicole. » Ce n'était pas une attaque, juste ce genre de commentaire froid qui vous donne l'impression de toujours échouer, peu importe à quel point vous essayez. La famille de ma mère m'appelait souvent la réussite à Pâques ou à Noël. Mais réussi signifiait juste que j'avais de l'argent qu'ils pouvaient demander. J'ai une fois payé 3800 $ pour le dernier semestre de la fille de ma tante après qu'elle ait été refusée pour une aide financière. Ils ont promis de me rembourser. Ils n'en ont plus jamais parlé. Chaque fois que je suggérais de réduire ou d'arrêter un paiement de soutien, maman me regardait comme si je venais de la déposer dans une maison de retraite. Une fois, je lui ai dit que je ne pouvais plus payer l'assurance de la voiture de Brandon. Elle a mis sa main sur sa poitrine et a dit, « Veux-tu qu'il meure s'il arrive quelque chose ?» J'ai essayé de reculer. Une fois, j'ai manqué un transfert programmé. Devinez ce qui s'est passé? Brandon m'a envoyé 3 mots. Qu'est-ce que c'est? Pas de salutation, pas de ponctuation, juste une demande directe. J'avais l'habitude de croire que donner, c'était aimer, devoir, famille. Mais avec le temps, cela s'est transformé en un étrange système où j'étais la banque sans intérêt, le contact d'urgence, l'excuse pour que tous les autres évitent leurs responsabilités. Une fois, j'avais une grippe tellement forte que je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai appelé maman juste pour entendre sa voix, espérant qu'elle demanderait « As-tu besoin de quelque chose ?» Au lieu de cela, elle a dit « Je regarde un film avec ton père. Rappelle-moi plus tard. » Puis elle a raccroché. Pas de rappel. J'avais l'habitude de penser que si je continuais à donner, un jour, il m'apprécierait. Mais plus je donnais, plus cela devenait une attente. Personne ne demandait comment j'allais. Personne ne se souvenait du jour où j'avais dû déclarer mes impôts en retard juste pour pouvoir couvrir la facture médicale de papa. Personne ne savait que j'avais dû contracter un prêt à court terme le mois dernier pour finir de payer les frais de scolarité d'été des enfants de Brandon. Tout cela s'accumulait. Mais je souriais toujours. Envoyais toujours des fleurs pour l'anniversaire de maman. J'achetais toujours de nouvelles baskets Nike pour papa à chaque Noël. J'envoyais toujours des virements réguliers sur le fonds familial le 5 de chaque mois jusqu'au jour où tout a brûlé. Et trempé, frigorifié, sans abri, et sans personne à appeler, je me suis tenue sur leur pas de porte et j'ai été repoussée comme une étrangère. Je me souviens clairement de ce jour. Il avait plu continuellement à Chicago depuis le début de la matinée. Une alerte d'incendie est apparue sur mon application de quartier à 15h47. Juste une ligne.
La police et les pompiers interviennent sur un incendie dans un complexe d'appartements sur Greenview Street dans le quartier de Rogers Park. J'ai sauté de mon bureau en voyant les photos jointes. C'était l'immeuble où j'habitais. Je suis retourné en voiture avec l'espoir irrationnel de pouvoir sauver un disque dur ou quelques documents importants. Mais au moment où je suis arrivé, tout le 3e étage, où se trouvait mon studio, n'était plus qu'une charpente de bois carbonisé, noire et fumante, se dressant sous la pluie comme un squelette qui s'effondrait lentement. La police a dit que ça avait commencé dans l'appartement voisin. Une casserole d'huile oubliée. Je n'avais rien sur moi. Pas de vêtements, pas d'ordinateur portable, pas de documents. La batterie de mon téléphone était faible. Mon portefeuille contenait exactement $38. Et j'étais trempée de la tête aux pieds dans mes vêtements de travail. Je me suis assise dans ma voiture pendant plus d'1 heure à regarder la fumée qui continuait de s'élever. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas l'énergie de pleurer. Je me demandais juste, où puis-je aller maintenant? Un seul nom m'est venu à l'esprit. Maman, j'ai appelé. Elle a décroché après 3 sonneries. Sa voix était calme, imperturbable. C'est maman. Mon appartement vient de brûler. Puis-je rester chez vous quelques nuits? Silence. Puis un long soupir. Salut, Nicole. Ce n'est pas un refuge pour sans-abri. Tu es adulte. Débrouille-toi. J'ai cru mal entendre. Maman, je viens de tout perdre. J'ai juste besoin de quelques jours. Prends un motel ou appelle une de ces œuvres de charité auxquelles tu fais des dons. Elle m'a coupé. Maman, c'est moi. Oui. Et tu as choisi de te séparer de cette famille. Ne reviens pas juste parce que quelque chose s'est mal passé. J'ai entendu une télévision en arrière-plan. Un présentateur parlant des prix de l'essence. Pas de panique. Personne ne pleurait pour moi. Juste ma mère dans la maison que j'avais achetée me disant que je n'avais pas le droit d'entrer. J'y suis allée quand même, pas parce que j'espérais, mais parce qu'une partie de moi avait besoin de voir la vérité de près. Il faisait déjà noir quand je suis arrivée. Je me suis garée le long du trottoir, regardant la maison familière à 2 étages avec le toit rouge se faufiler à travers les arbres. Les lumières à l'intérieur brillaient à travers les fenêtres comme une chaleur que je ne pouvais plus atteindre. J'ai frappé. Ma mère est apparue, portant un peignoir en satin couleur crème, avec du rouge à lèvres fraîchement appliqué. Elle n'a pas ouvert la porte complètement, juste se tenait là, à moitié cachée derrière. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas un hôtel. Je me suis tenue là, trempée, mes chaussures s'écrasant à chaque mouvement de mes pieds. Juste quelques jours le temps que je trouve quelque chose. Je n'ai nulle part où dormir ce soir. Ce n'est pas mon problème, Nicole. Sa voix n'était pas forte, juste froide. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Mon frère Brandon était affalé sur le canapé, la télécommande à la main, les écouteurs sur les oreilles. Il m'a regardé une fois, puis s'est détourné comme si je n'existais pas. J'ai avalé la boule dans ma gorge. J'ai envoyé $900 à Brandon la semaine dernière pour couvrir sa facture de téléphone en retard, et maintenant tu essaies de troquer ça contre de la pitié. Maman a claqué, les yeux s'ensiller. Je me suis reculée. La pluie frappait plus fort contre mon dos. Ce n'est pas de la pitié, je me débrouille, Nicole. Je ferme la porte maintenant. La porte ne s'est pas claquée. Elle s'est fermée avec un doux clic de la serrure, mais cela m'a fait plus mal qu'une gifle. Je me suis assise dans ma voiture un moment encore, le moteur éteint, le téléphone presque mort. J'ai frissonné de froid, de faim et d'une douleur qui n'avait pas de nom, aucun message de maman, aucun appel de mon frère, aucune préoccupation de qui que ce soit. Tout le monde est resté silencieux comme si rien de tout cela ne les concernait. Ce n'est que lorsque la vitre de la voiture a commencé à se brouiller à cause de mon propre souffle que j'ai enfin vu les choses clairement. Je n'avais plus de maison. Pas parce que mon appartement avait brûlé, mais parce que l'endroit que j'avais appelé ma famille n'avait jamais vraiment été un endroit où retourner. Et à ce moment-là, j'ai su pour la première fois de ma vie, que je devais me protéger des personnes même que j'avais appelées les miennes.
J'ai loué une petite chambre dans un hôtel économique près de Union Station. Le genre d'endroit qui sent le tapis baigné d'eau de Javel avec des rideaux froissés et un climatiseur qui grogne comme s'il mourait dans son sommeil. La réceptionniste n'a pas demandé d'où je venais ni pourquoi je n'avais pas de bagages autre qu'un sac en cuir éraflé. J'ai payé avec ma carte de crédit d'urgence, la seule qui n'était pas liée aux dépenses infinies de ma famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mais dans mon esprit, chaque numéro, chaque facture, chaque virement, tout est revenu comme un grand livre que je connaissais par cœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, connecté au Wi-Fi sputtering, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis 6 ans. J'ai coupé leur source de financement. Je me suis connecté à mon compte bancaire principal, celui où je déposais $2200 chaque mois sur le fonds familial pour couvrir la maison d'Aurora, les paiements de voiture de ma mère, les factures de services publics de Brandon, et toutes ces urgences soudaines qu'ils ne semblaient jamais gérer eux-mêmes. J'ai supprimé chaque paiement programmé. J'ai annulé la carte secondaire liée à maman. J'ai arrêté le paiement automatique de la voiture pour Brandon. Le Nissan Ultima 2020 que j'avais financé à mon nom, mais que je n'ai jamais conduit. Ma main a tremblé une seconde lorsque j'ai supprimé la ligne épicerie pour maman, $380 par mois, non pas par peur, mais par soulagement. Puis j'ai consulté le relevé de carte de crédit. Les 3 cartes de secours que j'avais émises pour les urgences n'avaient accumulé que des frais chez Starbucks, Amazon et DoorDash ces 3 derniers jours. Rien pour les médicaments. Rien pour les nécessités de base. J'ai gelé chacune d'elles. L'écran de confirmation est apparu. Compte désactivé. Aucune autre transaction ne peut être traitée. Il était 2h47. Je me suis couché sur le lit dur comme le roc sous une fine couverture, la lumière du parking fuyant à travers les stores. Je n'ai pas dormi. Je n'avais pas peur. J'étais juste calme. Une sorte de calme que je n'avais pas connu depuis le jour où j'avais commencé à aider. À 6h10, mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel, puis 2, puis 9. À 7h45, j'avais 52 appels manqués. À 8h12, le nombre a atteint 69. Brandon, 19 appels. Ma mère, 21. Ma tante, celle que j'avais aidé à couvrir la facture d'hôpital de son mari l'année dernière, 6 appels. Le reste était des textos, certains déguisés en inquiétude, la plupart teintés d'un sentiment de droit et de menaces voilées. Pas un seul ne demandait où j'étais. Personne ne demandait si j'allais bien après l'incendie. Le premier message venait de Brandon. Pourquoi la carte est-elle bloquée? Le suivant de maman. Nicole, le loyer n'a pas été payé. La banque a appelé. Nulle part il n'était écrit « Es-tu en sécurité ?» Personne n'a demandé si j'avais besoin d'un endroit où loger, si j'étais blessé, si quelque chose avait été récupéré. J'ai posé mon téléphone, débranché le chargeur, et éteint toutes les notifications. Ils ne m'avaient pas manqué. Ils avaient manqué l'argent. 1 heure plus tard, j'ai rouvert le suivi des dépenses que je tenais depuis des années. Chaque entrée était soigneusement notée, chaque date marquée. Le total atteignait $139 260. Une partie de moi pensait autrefois que si je documentais tout, si je prouvais que je les aimais de la bonne manière, ils finiraient par me voir. Mais non, ils ne se souciaient que de la colonne du total, pas du nom en dessous. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un appel FaceTime de Brandon. J'ai refusé. 1 minute plus tard, un nouveau texto a allumé mon écran de verrouillage. De maman, dernier avertissement. Si tu continues à causer des problèmes, je vais engager un avocat. J'ai laissé échapper un léger rire. Pas amer, pas triste, juste éveillé. Ce n'était pas que j'avais été trop invisible pour qu'ils me remarquent. Ils avaient délibérément évité de regarder tant que je continuais à fonctionner comme une personne obéissante. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai navigué vers le compte de fiducie d'urgence que j'avais discrètement créé il y a des années pour les crises familiales, quelque chose dont maman n'a jamais été informée. J'en ai transféré le contrôle total à moi-même et révoqué tout accès.
L'écran a affiché une confirmation finale. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'utilisateur Laurine-Bahem? J'ai cliqué sur confirmer. La pièce n'est pas devenue plus lumineuse. Elle n'est pas devenue plus calme, mais moi, oui. Et pour la première fois depuis 6 ans, je ne me sentais pas coupable de garder ce qui était à moi. Je me suis assise tranquillement dans la chambre d'hôtel, la lumière jaune de la lampe de chevet projetant une faible lueur sur le plafond. Dehors, la pluie de Chicago continuait de tomber avec un rythme doux et régulier. Mon vieil ordinateur portable reposait sur mes genoux, chauffant lentement, presque comme s'il pouvait sentir la tension montante dans ma poitrine. J'ai rouvert la feuille de calcul, la seule que j'ai jamais gardée pour moi, celle que personne dans ma famille n'avait jamais vue. Chaque contribution financière que j'avais faite au cours des 6 dernières années apparaissait comme de petites coupures de papier précises. Clair, indéniable. 2 mars 2021, médicaments pour la tension artérielle chez Walgreens pour papa, $164,75. 21 juillet 2021. Préachat de Mike pour maman, $299. 12 septembre 2022. Virement à Brandon. Perdu son emploi soudainement $2000. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Total 14 382 047 $. J'ai cliqué sur enregistrer, puis je l'ai exporté en PDF et nommé le fichier. Ce que j'ai payé en échange du silence. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. J'ai ouvert un nouvel email et j'ai commencé à taper les adresses. Main stable, aucune hésitation. Pasteur Walter, celui qui m'avait fait parler lors de la collecte de fonds divers, me louant comme une fille qui se sacrifie pour sa famille. Tante Evelyne, celle qui m'avait traité de cœur froid quand j'ai refusé de participer à la fête des 80 ans de grand-mère. Mes proches paternels, des gens qui ne prenaient jamais de nouvelles mais qui me renvoyaient constamment des liens GoFundMe pour des situations urgentes. Et enfin, Brandon, ma mère, Lorraine, et l'homme qui ne parlait jamais, mon père, Stanley. J'ai écrit clairement. Pas de rage, pas d'insultes, juste des faits. Clair comme la lumière du couloir, révélant des fissures que personne ne voulait admettre qu'elles existaient. Chers tous, pendant 6 ans, je suis restée silencieuse. Je croyais que si je continuais à porter le fardeau, quelqu'un le remarquerait. Ci-dessous se trouve un enregistrement de tout ce que j'ai dépensé pour cette famille. Médicaments, logement, frais de scolarité, factures d'hôpital et d'innombrables urgences. Je n'ai jamais demandé à être remboursée. Je n'envoie pas ceci pour demander un remboursement. J'envoie ceci pour retrouver la voie que j'ai perdue trop longtemps, afin que personne ne puisse jamais dire que je suis ingrate ou que j'ai abandonné cette famille. Sincèrement, Nicole Holt. J'ai joint le PDF, j'ai vérifié chaque adresse email. Puis je me suis juste assise là, sans cliquer sur envoyer, juste à fixer le bouton comme si c'était une porte. Une fois ouverte, il n'y avait plus de retour. Je me suis levée, me suis aspergé le visage d'eau froide, et quand je suis revenue, mon téléphone clignotait à nouveau. Brandon appelait pour la 34e fois. J'ai laissé sonner. J'ai cliqué sur envoyer. Des heures plus tard, ma boîte de réception a explosé. Tante Evelyne a répondu en premier, si c'est vrai, alors honte à nous tous. Je n'avais aucune idée que tu portais autant. Puis le pasteur Walter, je suis désolée d'avoir cru ce qu'il disait. Si tu as besoin de soutien, l'église est toujours là. Et puis ma mère. Pas d'excuses, juste une ligne. Qu'est-ce que tu fais? Tu humilies cette famille devant tout le monde. Brandon a envoyé un email vide. Pas de sujet, pas de message, juste une pièce jointe. La facture internet montrant un paiement refusé. J'ai ri à voix haute pour la première fois depuis des semaines. Pas par joie, mais parce que je venais de renverser une table qu'il n'aurait jamais imaginé que j'oserais même toucher. Ce soir-là, j'ai quitté l'hôtel et j'ai emménagé dans un nouvel endroit, une petite chambre dans le quartier sud de la ville. Pas de commodité de luxe, mais c'était sûr. Personne ne savait où j'étais. Personne ne connaissait le numéro de la chambre. J'ai désactivé le suivi de localisation, changé tous mes mots de passe bancaire et configuré mon téléphone principal pour qu'il ne reçoive que des SMS de contact enregistrés.
Le lendemain, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Nicole, maman dit qu'elle va engager un avocat. Tu devrais reconsidérer les choses avant que ça n'aille trop loin. Kayla. Kayla, la fille de mon cousin, celle que j'avais aidée quand elle n'avait pas pu obtenir de prêts étudiants. J'ai bloqué le numéro. Plus de colère. Plus d'explications. Je me suis assise dans la petite chambre louée pendant que le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de moi. L'air humide du printemps s'infiltrait par les fissures du cadre de la fenêtre. Mon ordinateur portable reposait devant moi, ouvert sur mon compte Facebook que je n'avais pas touché depuis près d'un an juste pour vérifier une chose. Et voilà. Un long post, presque 2 pages, partagé publiquement par ma mère, Lorraine, accompagné d'une photo d'une maison incendiée. Le titre en gras disait « Notre famille a tout perdu ». Elle écrivait sur une maison détruite, sur des années de sacrifices et de trahison par une fille au cœur froid qui avait tourné le dos à son sang. Sous le post, il y avait des centaines de partages et des dizaines de commentaires sympathiques. J'arrive pas à croire que sa fille ferait ça. Heartbreaking. J'espère qu'elle réalisera son erreur. Les gens donnent naissance mais n'élèvent jamais un cœur ? J'ai fait défiler jusqu'à la section photo. Une image montrait toute la famille. Ma mère se tenait au milieu, Brandon lui tenant le bras, tous deux souriant devant les cendres sans moi. Personne n'a demandé qui avait pris la photo. Personne ne savait que c'était moi qui avais acheté cette maison. Pas une seule phrase ne mentionnait que j'étais la seule à payer l'assurance habitation, à maintenir cette maison en vie. Je suis restée immobile un moment, puis j'ai ouvert ma vieille boîte de réception, le compte Gmail que j'utilisais pour tous les documents immobiliers. J'ai tapé les mots-clés, bénéficiaire assurance habitation Aurora. Un email est apparu de Holland Mutual Insurance daté du 15 mars, exactement 3 semaines avant l'incendie. Objet, demande de modification du bénéficiaire principal des résidences. Je l'ai ouvert. Une pièce jointe PDF. La première page disait « Demande de mise à jour du bénéficiaire principal de Nicole Hall, Brandon Hall ». En dessous, la signature de ma mère et celle du co-signataire, Brandon. Aucun avis ne m'a été envoyé, aucune confirmation n'était nécessaire, rien. J'ai vérifié l'horodatage. La demande avait été soumise 19 jours avant l'incendie, et elle avait été traitée juste après que j'ai prolongé la police pour 2 ans de plus en utilisant ma carte de crédit personnelle. Ils savaient tous les deux cela. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude. Ils m'avaient délibérément exclu de la propriété, puis avaient fait semblant d'être surpris quand je suis parti. J'ai imprimé le document dans un magasin de photocopie à proximité, en surlignant soigneusement les sections clés, puis j'en ai pris une photo avec mon téléphone, l'ai jointe à un email et j'ai écrit « Je n'ai pas été abandonné après l'incendie. J'ai été effacé bien avant que les flammes ne commencent. » Ce soir-là, un message est apparu d'une vieille amie d'université. « Alex, salut, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu ton nom mentionné dans le post de ta tante. » J'ai simplement répondu « Chaque histoire a 2 côtés, mais ils n'ont posté que celui qui les avantage. » Puis j'ai visité un groupe Facebook local auquel ma mère était active, Aurora Neighbor United. Son post était épinglé en haut du groupe avec un appel à l'aide. En dessous se trouvait un lien GoFundMe créé par Brandon. Titre de la campagne, un nouveau départ pour la famille Hall. Objectif, 25 000 $. Collecté jusqu'à présent, 17 860 $. Publié il y a 3 jours. J'ai cliqué sur l'onglet des mises à jour de la campagne. La dernière entrée disait « Merci d'avoir soutenu ma mère et mon frère après que ma sœur nous a abandonnés dans notre moment le plus difficile. Ils méritent une nouvelle maison loin de quelqu'un qui ne voit que des signes de dollars. » J'ai fermé les yeux un instant, non pas de douleur, mais de pure incrédulité face à la fluidité avec laquelle ils avaient orchestré ce récit. J'ai sauvegardé toute la campagne, fait des captures d'écran de chaque commentaire et don, et les ai placés dans un dossier nommé « Preuve d'effacement ». Ils ne m'avaient pas seulement utilisé. Ils m'avaient remplacé par une version plus docile. Une fille fictive qui restait silencieuse, ne répliquait jamais, et ne savait que faire des virements d'argent. J'ai rouvert ma feuille de calcul des dépenses et ajouté une dernière entrée. 14 avril,
enfant de Martina, Caroline et Lindsay, diarrhée moins fréquente, utilisation des toilettes moins. Et j'ai tapé une note à côté. Ma valeur n'est pas dans les chiffres, mais c'est à cause de ces chiffres qu'il pensait que je ne méritais pas une place dans la famille. Je n'ai pas riposté en ligne. Je n'ai pas posté de réfutation. Je suis restée silencieuse et j'ai documenté chaque ligne, chaque reçu, car un jour ils oublieront les mots qu'ils ont utilisés. Mais moi, j'aurais tout enregistré. Ce soir-là, alors que je me couchais sur le matelas dur comme le roc dans ma petite chambre, on a frappé à la porte. Pas des coups polis, urgents, frappant comme quelqu'un de furieux et trop impatient d'attendre. Je me suis levée et j'ai regardé par le Judas. C'était ma mère, Lorraine. Elle se tenait là, tenant un vieux sac à main en cuir beige, son visage figé, ses yeux brûlants de fureur. Elle n'a pas pris la peine de se cacher. J'ai légèrement ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé calmement. « Nous devons parler tout de suite. » Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert la porte plus grand. Elle est entrée comme si elle possédait l'endroit sans regarder autour d'elle, sans un mot de salutation. La faible lumière de ma chambre rendait les rides de son front plus prononcées. Pas de larmes, pas d'émotion authentique, juste une rage bien répétée. « Tu crois vraiment que ce que tu as fait était bien ?» a-t-elle claqué, sa voix aussi tranchante que l'acier, en publiant tout en ligne, en envoyant un email à toute la famille. « Tu as déshonoré cette famille. » Je me suis appuyée contre le bureau et j'ai croisé les bras. « Tu appelles ça une disgrâce ?» Elle a plissé les yeux. Les gens parlent. Même l'Église sait. Tu nous as fait devenir la risée de tous. Brandon ne peut pas accéder au fond. Ton père a été refusé au magasin. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était pour lui? J'ai pincé les lèvres, essayant de garder mon ton stable. Tu sais quoi? J'ai traversé 3 jours sans nourriture parce que j'ai payé les factures médicales de papa. Personne ne le savait. Personne ne demandait. C'est juste moi qui m'en occupais tranquillement. Et maintenant, tu es là pour parler de l'humiliation de ne pas pouvoir retirer d'argent. Elle s'est tue quelques secondes, puis a levé les yeux au ciel. Tu agis comme si tu étais la seule victime. Chaque famille a des problèmes, mais toi, tu as trahi les gens qui t'ont donné la vie. Je me suis avancée, j'ai pris mon téléphone de la table et j'ai tourné l'écran vers elle. Il affichait le post GoFundMe de Brandon. C'est ça, la trahison? Ai-je demandé doucement. Ils m'ont appelé celle qui a abandonné la famille. Ils ont collecté des milliers de dollars grâce à la sympathie des étrangers sans mentionner une seule fois que c'était moi qui avais acheté cette maison, payé l'assurance, réparé le toit, et détenu le titre jusqu'à 3 semaines avant l'incendie. Elle n'a pas regardé l'écran. Elle m'a regardé comme si elle espérait toujours que je céderais. Mais je n'étais plus la fille qui acquiesçait pendant les dîners de Thanksgiving. Tu es allée trop loin, Nicole, a-t-elle dit, la voix tremblant pour la première fois. Quoi qu'il soit arrivé, nous sommes toujours une famille. J'ai hoché lentement la tête, mais mes yeux n'ont pas vacillé. La famille? Alors dis-moi, pourquoi as-tu changé le bénéficiaire sans me le dire? Pourquoi m'as-tu laissé debout sous la pluie alors que j'avais besoin d'un endroit où dormir? Et pourquoi, en ce moment, es-tu ici? Pas pour t'excuser, mais pour me faire culpabiliser. Elle a serré les lèvres. Le silence entre nous s'est alourdi. Puis elle s'est détournée, incapable de répondre. J'ai financé ta réputation pendant 6 ans, ai-je dit calmement. Pas avec gratitude, mais avec des factures et des virements. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Si tu veux de la dignité, tu devras la payer toi-même. Elle s'est retournée, la voix amère. Tu as changé. Tu n'as jamais été aussi froide. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas changé. J'ai juste arrêté de m'excuser de ne pas être Brandon. Son visage s'est figé un instant. Quelque chose a vacillé. Colère, douleur, ou réalisation? Je ne pouvais pas le dire. Mais ensuite, elle a ramassé son sac et s'est dirigée vers la porte. Continue de vivre dans ton petit monde imaginaire.
Un jour, tu réaliseras qui est la seule personne qui se soucie encore de toi, a-t-elle marmonné, sans regarder en arrière. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé doucement la porte derrière elle. Elle ne s'est pas claquée, mais quelque chose en moi s'est effondré et n'est jamais remonté. Je me suis assise sur le lit et j'ai expiré. Pas victorieuse, pas le cœur brisé, juste plus légère. Je suis assise seule dans un petit café au coin de Belmont, mon endroit habituel pour échapper au bruit de ma chambre louée, quand la fenêtre avant est secouée par une rafale soudaine de vent froid. Et là, je vois Brandon entrer, suivi d'une femme en long manteau aux cheveux attachés à la hâte. C'est Kayla, la fille de ma cousine, celle qui m'avait une fois envoyé un SMS pour que je reconsidère après que maman ait menacé d'engager un avocat. J'étais sur le point de me lever et de partir quand une voix derrière moi m'a arrêté dans mon élan. « Nicole, attends. C'est moi. » Je me suis retournée. Megan, la sœur de Brandon. Il y a 2 ans, elle m'avait emprunté $5000 pour lancer une boutique en ligne, puis avait disparu. Et la voilà, debout devant moi, l'air plus maigre qu'avant, des cernes sous les yeux, mais avec une légère trace de familiarité dans son regard. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit pour l'instant, a-t-elle dit en tirant une chaise sans attendre une invitation. Mais j'ai besoin de parler. J'ai croisé les bras et me suis penchée en arrière sur mon siège. Alors parle. Elle m'a regardé un long moment, puis a fouillé dans sa poche et en a sorti une enveloppe. Ce sont les factures d'hôpital pour Leia. Je n'ai pas d'assurance. Sa voix s'est brisée. J'ai tout essayé, mais ce n'est pas assez. J'ai besoin d'aide. Juste cette fois. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas en colère, pas froide, juste claire. Tu dis « juste cette fois » ressemble beaucoup à quand maman a dit « juste quelques mois de loyer ». Comme quand Brandon a dit que c'était une réparation de voiture imprévue. Comme quand tante Evelyne m'a traité de sans-cœur quand j'ai refusé de contribuer à la fête des 80 ans de grand-mère. Ce n'est jamais juste une fois. C'est toujours une chaîne qui ne finit jamais. Megan a serré l'enveloppe plus fort, sa voix tremblant. Mais cette fois, c'est vraiment urgent. Je jure que si nous ne payons pas, ils arrêteront le traitement. J'ai mordu ma lèvre inférieure. Je ne suis pas sans cœur. J'ai tenu Leia quand elle apprenait à marcher. Mais je me souviens aussi du visage de Megan quand elle a ignoré mon appel l'année dernière, quand je lui ai dit que j'avais perdu un client important et que j'avais besoin d'un peu d'aide pendant quelques semaines. Elle a juste lu le message et n'a jamais répondu. J'ai pris une profonde inspiration. Leia n'est pas en faute, mais je ne peux pas continuer à être le distributeur automatique sur lequel tout le monde compte juste parce qu'il suppose que je suis le plan de secours. Megan a baissé la tête, sa voix à peine audible. Je comprends, mais tu es la seule qu'il me reste à demander. J'ai marqué une pause quelques secondes, puis j'ai lentement sorti mon téléphone, ouvert un lien, et le lui étendu. Voici une liste de programmes d'aide médicale gratuits à Chicago. Les numéros de téléphone et les adresses sont inclus. J'en ai déjà appelé un. Ils vont vous guider à travers les formalités administratives. Si vous avez vraiment besoin d'aide, commencez par là. Megan a regardé l'écran, puis m'a regardé. Tu es douée pour les choses, douée pour tout faire toute seule, douée avec l'argent, mais être aussi douée pour dire non, ça ne te rend pas seule? J'ai serré les lèvres. Non, en fait, c'est la première fois que je me sens comme une personne, pas comme un outil. Megan n'a rien dit d'autre. Elle a juste laissé l'enveloppe sur la table, s'est levée, et a resserré son manteau. Si ça marche, je te le ferai savoir. J'ai hoché la tête. J'espère que tu commenceras vraiment à vivre de manière responsable plutôt qu'à compter sur une gentillesse sans fond. Elle est sortie sans regarder en arrière. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie de la facture. $2740,56. Je l'ai glissée dans mon sac, non pas pour la garder, mais pour me rappeler que la compassion ne devrait pas être utilisée comme un test de loyauté. En rentrant, mon téléphone s'est allumé avec un appel FaceTime de maman. J'ai appuyé sur refuser. Quelques secondes plus tard, un message de Brandon. Megan a dit que tu n'as pas aidé.
Pas surpris. Tu n'es plus de la famille. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas besoin de prouver où j'appartiens. Parce que pour la première fois depuis des années, je comprends clairement. Je n'ai pas été mise dehors de la famille. Je suis partie parce que j'en ai fini de payer pour un endroit où je n'ai jamais vraiment été autorisée à rester. Et cette fois, j'ai appris à dire non sans avoir à m'excuser. 2 semaines après la rencontre avec Megan, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Un petit studio au 3e étage d'un vieil immeuble à Edgewater. Pas d'ascenseur, des escaliers grinçants, et une cuisine juste assez grande pour une plaque chauffante simple. Mais le bail portait mon nom, Nicole Hall. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à demander à quelqu'un, est-ce que c'est correct si je vis ici? J'ai posé la dernière boîte sur le parquet, je me suis laissé tomber au milieu de la pièce, et j'ai expiré. Pas par épuisement, pas par stress, juste par soulagement. Comme si j'avais enfin trouvé un abri sec après une tempête qui avait duré trop longtemps. Sur la table se trouvait une enveloppe blanche estampillée d'une organisation financière communautaire appelée Women Rise. J'avais postulé pour un emploi de conseillère financière pour les femmes réintégrant la société après une crise. Mon expérience était tout simplement trop pratique pour être ignorée. J'ai ouvert la lettre et lu la phrase en gras. Nous sommes ravis d'accueillir Miss Nicole Hall au poste de conseillère financière. Nous croyons que votre expérience est non seulement précieuse mais aussi une lumière directrice pour d'autres femmes. J'ai laissé échapper un léger rire. Il m'appelait une lumière. Même si la majeure partie de ma vie, j'avais été traitée comme une prise murale cachée, toujours là, toujours disponible, mais rarement reconnue. J'ai plié la lettre et l'ai placée à côté d'un petit cactus sur le rebord de la fenêtre, la seule plante que j'ai jamais réussi à garder en vie pendant un hiver. Ce soir-là, j'ai fouillé dans mon vieux sac à dos et en ai sorti quelque chose que j'avais caché, une lettre à moitié écrite, non envoyée. Je l'avais écrite une nuit blanche quand je pensais encore que tout pouvait être réparé par de gentils mots. Chère maman, j'avais l'habitude de croire que si j'étais assez patiente, les choses changeraient. Que si je donnais assez, tu verrais que je n'étais pas distante. J'essayais juste de vivre avec intégrité. Je me suis arrêtée en plein milieu de la phrase. C'étaient des choses que je croyais autrefois, pour lesquelles je priais autrefois, mais maintenant je savais que certaines choses n'avaient plus besoin d'être dites. Certaines relations doivent être abandonnées. Non pas par ressentiment, mais par respect de soi. J'ai brûlé la lettre dans un vieux bol en métal. La flamme n'a pas flamboyé de façon spectaculaire. Elle a brûlé silencieusement, réduisant le papier en cendres propres. À travers la fenêtre, une douce lueur jaune du bâtiment voisin se répandait. J'ai entendu une sonnette de vélo dans la rue. Le vent portait l'odeur des pâtisseries d'une boutique voisine, et l'air froid de mars m'a fait enfiler mon sweat à capuche et sortir sur le petit balcon. J'ai sorti mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de nouveaux messages de Brandon, de maman, ou de quiconque d'autre de la famille. Juste un email de Women Rise confirmant l'heure de l'orientation. Lundi à 9h. J'ai ouvert mon calendrier et ajouté une note. Premier jour d'un nouveau chapitre. Personne ne peut le définir à part moi. J'ai regardé la rue en bas. Des gens se déplaçant avec leurs propres histoires, leurs propres cicatrices, leurs propres espoirs. Puis j'ai regardé à l'intérieur. Main vide. Un compte bancaire qui n'est plus impressionnant, mais un esprit plus calme qu'il ne l'avait été depuis des années. Je n'étais pas riche. Je n'avais pas réussi selon les standards de ma famille. Mais je savais où allait chaque dollar, quelles limites j'avais fixées, et quelles mesures j'avais prises pour partir. Le lendemain matin, je suis sortie du lit à 6h30, j'ai préparé une tasse de thé vert et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai commencé à rédiger la première leçon pour mon atelier, Finances personnelles et le droit d'une femme à décider. La première diapositive que j'ai tapée disait « Vous n'êtes pas égoïste pour garder votre argent pour vous ». Je ne savais pas combien de personnes j'avais aidé, mais si ne serait-ce qu'une personne, juste une, me regardait et réalisait qu'elle n'avait pas besoin d'être le portefeuille ambulant de quelqu'un, alors toutes les années que j'avais perdues n'auraient pas été en vain. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai écrit une seule phrase dans mon journal. Pas pour me défouler,
Pas pour me souvenir de qui que ce soit, mais pour affirmer ce que je venais de faire. J'ai aimé assez pour porter toute la famille. Maintenant, je m'aime assez pour lâcher prise. Et pour la première fois, je ne m'en sens pas coupable. J'ai fermé le journal, éteint la lumière, et dormi profondément. Pas de rêve, pas d'attente d'excuses qui ne viendraient jamais. Juste la paix, entière, et entièrement mienne. L'histoire de Nicole est un rappel puissant que la gentillesse ne doit jamais être traitée comme une obligation automatique. Dans la vraie vie, beaucoup de gens sacrifient silencieusement, espérant être reconnus, pour ensuite n'être accueillis qu'avec le silence et les demandes. Quand Nicole a osé fixer des limites et refusé de continuer à porter le poids, elle n'a pas seulement retrouvé le contrôle de sa vie. Elle a prouvé que l'amour ne signifie pas endurer sans limite. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas le pardon. C'est lâcher prise et avancer pour soi-même. Que pensez-vous du choix de Nicole? Auriez-vous le courage de faire de même dans sa situation? Partagez vos pensées ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires réelles et puissantes sur